Le numérique est de plus en plus présent dans nos vies citoyennes, professionnelles et familiales. Nous en sommes tous témoins. Internet nous inonde d'informations, de ressources, d'outils et de services. Tous les métiers, toutes les professions sont concernés par le numérique, y compris celles que l'on nomme les bas niveaux de qualification. L'Europe a reconnu en 2006 la compétence numérique comme faisant partie des compétences clés que tout citoyen doit acquérir pour permettre son épanouissement personnel, son intégration sociale, son insertion professionnelle, sa vie citoyenne active dans une société fondée sur le savoir, mais aussi pour s'adapter avec souplesse à un monde évoluant rapidement. La méconnaissance des outils numériques constitue aujourd'hui non seulement un frein à l'emploi, mais aussi à la culture, à la citoyenneté et au savoir. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si on y va ou pas, mais de savoir comment on y va. La société numérique est un fait. Les risques d'exclusion sont importants et nous devons nous organiser pour les éviter. Sachant que sur les 3 millions d'illettrés en France, une personne sur deux travaille, cette réalité peut vite devenir problématique. Dans les vies personnelles et professionnelles, la maîtrise du numérique est une compétence à développer. Voici quelques usages du numérique dans la vie professionnelle. Une personne peut être amenée à rendre compte par mail à son hiérarchique, à préparer sa tournée et activer le GPS pour sa livraison, à conduire un chariot élévateur avec de l'informatique embarquée, ou encore à gérer les téléalarmes dans des lieux de vie sous sa responsabilité. Dans sa vie personnelle, la maîtrise du numérique est aussi utile pour acheter ses billets de train en ligne, pour s'inscrire sur un site de covoiturage et profiter ainsi d'une consommation collaborative, participer à la vie associative de son quartier avec les mails d'invitation associés à des plannings partagés, suivre les résultats scolaires de ses enfants sur le NT ou encore tenir à jour ses dossiers auprès des services sociaux. La fracture numérique est aujourd'hui davantage liée aux usages qu'aux accès. Les EPN et les médiathèques couvrent une bonne partie du territoire. Et même s'il existe encore un lien entre le taux d'équipement et les revenus du foyer, le nombre de foyers connectés augmente et la téléphonie mobile pallie parfois à l'absence d'ordinateur. Il est très important de développer la littératie numérique des apprenants pour éviter la fracture ou l'exclusion numérique et leur permettre des usages réfléchis des services, outils et ressources disponibles. Cette littératie numérique concerne des compétences informationnelles et numériques comme la capacité à aller chercher les informations, à trier les infos de qualité sur Internet ou recouper les sources. La littératie numérique se présente ainsi comme un véritable enjeu sociétal. Essayons de comprendre un peu mieux à quoi correspond cette ère du numérique et surtout, essayons d'analyser de plus près le lien numérique à l'ère du Web 2.0. Tout d'abord, le Web 2.0, qu'est-ce que c'est? Faisons un rapide historique d'Internet. En 1983, on assiste à la naissance d'Internet, qui est en fait une interconnexion de réseaux informatiques. 1989, arrivée du Web. Le web, c'est ce qui a apporté de l'intelligence et du contenu à Internet. C'est tout simplement ce principe de pages contenant des informations reliées entre elles par des liens hypertextes cliquables. Internet, ce sont en fait les routes et le web, ce sont les voitures. Le web est l'un des usages d'Internet comme la messagerie électronique ou le transfert de fichiers, appelé aussi FTP. C'est un protocole technique qui se résume à 4 lettres HTTP, Hypertext Transfer Protocol, suivi des fameux 3 W, World Wide Web. Le web permettait en fait la distribution de contenu des producteurs de ressources vers les utilisateurs, mais c'était une affaire de spécialistes. Le Web 2.0 est arrivé vers 2003.
Internet alors ne permet plus seulement de distribuer l'information à des milliers de personnes, mais à des millions de personnes de distribuer l'information. Tout le monde peut échanger de l'information et interagir de façon simple sur le web en s'appropriant facilement les fonctionnalités. Les mots de forum, blog, microblogage, wiki, partage de ressources, de vidéos, de photos, de commentaires nous sont devenus familiers. Wikipédia a remplacé l'encyclopédie Britannica née à la fin du XVIIIe siècle. Avec le Web 2.0, les utilisateurs d'Internet agissent de plus en plus. Ils sont producteurs, diffuseurs et consommateurs de contenu, éditeurs de ressources dans des blogs ou des wikis. L'internaute devient une personne active sur le web. Il ne se contente plus d'être un internaute passif consultant des ressources mises à sa disposition, mais participe à leur création, à leur évolution et à leur diffusion. Le Web 2.0 est devenu ce que l'on appelle social. Il permet de se réaliser dans la société, d'échanger et de partager à tout moment et partout en s'affranchissant des contraintes de distance. Il est constitué d'une multitude d'outils et de services en ligne qui nous permettent d'y participer. Les usages d'Internet, quant à eux, sont cependant très variés d'une personne à l'autre et même pour une même personne en fonction du contexte. La présence sur le web peut être pour des raisons personnelles, professionnelles, ou bien les deux, ou même altruistes. Cette présence peut être très discrète ou très visible. Les usages d'Internet s'accompagnent de l'émergence d'identités numériques cachées, extraverties, fantasmées, des identités très variées. Chaque internaute vit le réseau selon le niveau d'engagement qu'il souhaite. Il peut être voyeur pour garder un œil sur ce qui se passe. Il peut être un passager clandestin pour capter des informations de façon opportuniste, contributeur ponctuel, relais d'informations ou même leader d'opinion jouant un rôle d'influence grandissant. Le développement du numérique a des incidences importantes sur les pratiques pédagogiques. En effet, le numérique change un paramètre essentiel dans l'acte pédagogique, celui de la rencontre physique entre les trois éléments du triangle pédagogique. Rappelons ici que les trois éléments du triangle de Jean Housset sont le savoir, l'apprenant et le formateur. Cette rencontre peut maintenant se réaliser n'importe où et n'importe quand. Les outils, services et ressources numériques disponibles apportent une aide pédagogique pour les apprentissages avec une individualisation facilitée, un travail en autonomie ou par groupe de niveau. L'utilisation du numérique peut également avoir un impact sur la motivation des apprenants grâce à l'utilisation d'outils variés et d'apparence ludique. Nous allons essayer de comprendre comment le numérique peut être un outil au service de la pédagogie. Pour cela, il est nécessaire de se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication, de réfléchir à l'intégration efficace et réellement pédagogique de ces technologies, d'exploiter leur potentialité pédagogique pour engager les apprenants dans leurs apprentissages. Pour devenir des acteurs pédagogiques du numérique, il s'agira de déterminer la technologie la mieux adaptée pour renforcer et amplifier l'apprentissage. Internet est devenu le lieu du savoir. Le volume d'informations accessibles est très important et double tous les ans. Pour illustrer ce propos, citons que d'après les experts, l'humanité a créé plus d'informations au cours des 2 dernières années que pendant toute son histoire. On parle d'ailleurs de flux d'informations, d'infobésité, de foisonnement informationnel ou encore de fenêtres de plus en plus grandes sur le monde. Les bouleversements technologiques, sociologiques, économiques et même environnementaux conduisent à de nouvelles connaissances et à des découvertes à assimiler dans les environnements professionnels dans une course sans fin.
Un savoir n'est pas plutôt imprimé dans un ouvrage ou diffusé en ligne qu'il se trouve déjà copié ou obsolète. De nouveaux métiers émergent sans cesse et rien n'y prépare aujourd'hui. L'enseignant ou le formateur n'est plus le détenteur du savoir et il peut même y avoir une contestation de l'autorité du savoir. La parole des enseignants et des formateurs est mise en concurrence avec ce magma informationnel. Leur autorité est même suspectée, en particulier quand les conditions économiques incitent à penser que les liens entre l'école ou la formation et l'emploi ne vont plus de soi. L'acte d'enseigner est ainsi suspecté, mais il reste l'acte d'apprendre. Le formateur reste le seul spécialiste de la pédagogie et de la didactique, et cette compétence ne peut être remise en question. En quoi consiste cette nouvelle façon d'apprendre avec le numérique? Le web permet aujourd'hui d'accéder à d'autres personnes et à d'autres informations que celles présentes dans l'environnement physique. Il fournit un formidable potentiel d'apprentissage entre pairs, avec l'émergence d'une démarche collaborative de la transmission des savoirs. En effet, le numérique fait prendre conscience qu'il existe des espaces et des temps pour apprendre, autrement que dans une salle de formation. Lorsqu'on parle d'apprentissage, on pense immédiatement à l'apprentissage formel, en d'autres termes, à la formation et à l'enseignement. Or, il est possible aujourd'hui d'apprendre en tout lieu et à chaque moment de son existence. Le numérique réhabilite les apprentissages informels. Rappelons que les apprentissages informels sont issus de l'expérience et correspondent à tout ce que nous apprenons au cours de notre expérience humaine de façon fortuite, non programmée, aléatoire, sans intention ni structure. On estime que les apprentissages informels occupent le plus clair de notre vie et représentent la majorité de nos acquisitions. D'après des chercheurs, plus de 80% des apprentissages des adultes se font de manière informelle, avec des partages d'usage, de l'entraide et des échanges, aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Ici, l'accent n'est pas mis sur le contenu, mais sur toutes les façons de collaborer, de partager et de travailler. Les fonctionnalités offertes par le numérique affectent ainsi nos façons d'apprendre et de collaborer aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Le numérique conduit au développement d'une nouvelle espèce que l'on appelle l'Homo numericus, avec une prise de parole renforcée. Cet Homo numericus s'informe, joue et achète en ligne, s'inscrit en masse sur des réseaux sociaux numériques, partage de la musique ou des photos, travaille à distance, mais aussi apprend de ses pairs et enseigne à ses pairs en ligne. Dans la sphère personnelle, il est possible de rechercher et de diffuser des conseils et des astuces sur des blogs par exemple. Qui n'a jamais fait une recherche dans un moteur de recherche pour savoir comment poser du parquet, comment réparer sa tondeuse, comment guérir d'un rhume, en espérant avoir une ou plusieurs réponses par des utilisateurs plus aguerris que lui. Cette même personne, ayant acquis un niveau de maîtrise, pourra à son tour aider un internaute débutant sur le sujet. Dans la sphère professionnelle, on assiste à un phénomène d'accélération avec des environnements qui évoluent rapidement et de plus en plus complexes. Des besoins d'acquisition de nouvelles connaissances et compétences émergent régulièrement, si bien que la formation formelle et structurée ne peut y répondre. On parle d'entreprises collaboratives avec des travailleurs du savoir qui accomplissent leurs tâches en conversant avec leurs pairs, leurs clients et partenaires et qui apprennent au fur et à mesure qu'ils résolvent les problèmes qui se posent à eux. Apprendre de ces interactions sociales est pour l'entreprise une des clés de l'innovation. Ces usages du numérique conduisent à de nouvelles attentes des apprenants. Ils souhaitent importer leurs pratiques sociales du web dans leurs pratiques d'apprentissage, c'est-à-dire
Ils veulent par exemple apprendre avec une autonomie croissante par l'interaction dans les réseaux, dans et hors de la classe. Ou encore, pour eux, l'apprentissage est considéré comme une activité sociale, participative et collaborative. Pour eux, un apprenant est un contributeur actif, co-concepteur d'idées et de connaissances. Ainsi, l'apparition de cet Homo numericus, avec ses manières d'entrer en relation, de s'interpeller, de travailler, d'utiliser les réseaux sociaux privés et professionnels, bouleverse les modalités habituelles d'apprendre et d'enseigner. Cette attente de pratiques collaboratives bouscule les logiques individuelles en place. Il en découle un décalage entre les théories actuelles de l'apprentissage qui fondent l'organisation scolaire ou celle de la formation professionnelle et ce que vivent des individus de plus en plus connectés. Cette attente conduit à repenser les stages et à les mailler dans de véritables écosystèmes d'apprentissage bien plus fournis en interaction humaine. Nous allons essayer de comprendre le décalage qui s'installe entre l'offre éducative et formative de l'âge non digital et les attentes de cet Homo numericus. Le développement du numérique nous conduit à considérer un nouveau modèle d'apprentissage. Essayons de comprendre les différences fondamentales entre le modèle de la transmission des savoirs et le modèle connectiviste issu des pratiques du Web 2.0 avec la co-construction des savoirs. Dans le modèle de la transmission des savoirs, le formateur se demande quelles connaissances transmettre et comment transmettre ces connaissances. Ce modèle repose sur l'idée d'un savoir qui existe chez le maître et qui passerait chez l'élève où il se retrouverait identique au terme du processus d'apprentissage. L'apprentissage est une activité individualiste et interne. Ce modèle n'est plus opérant à l'heure d'Internet qui est devenu le lieu du savoir. Il est concurrencé par une obsolescence rapide des savoirs et un accès démultiplié à des connaissances via Internet comme nous l'avons vu précédemment. Il s'agit non plus d'apprendre à mémoriser une masse d'informations, mais à l'utiliser au mieux. Aujourd'hui, le formateur doit plutôt se demander comment les apprenants vont-ils apprendre, avec qui vont-ils apprendre. Il s'agit de construire une nouvelle façon de penser l'accès au savoir et la construction des connaissances de chacun, parfois très éloignée des modèles scolaires traditionnels. L'apprentissage n'est plus une activité individualiste et interne, mais il est fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose. Le modèle connectiviste qui permet aux apprenants de co-construire leur savoir et de le partager avec d'autres paraît mieux correspondre aux attentes. Dans ce modèle, on parle de savoir partagé, de co-construction des savoirs, d'apprentissage par les pairs ou encore de pair à pair. Ce modèle a été développé par les Canadiens George Siemens et Stephen Dawes. Pour eux, l'état de connexion généralisé en surfant, échangeant, réagissant, commentant, critiquant, annotant en temps réel est un véritable processus d'apprentissage. Regardons le modèle connectiviste d'un peu plus près. Il s'agit dans ce modèle de construire l'espace classe comme un nouvel espace pédagogique en favorisant le travail collaboratif et les productions collectives, le dialogue formateur-apprenant et les échanges entre les apprenants. Ici, le savoir ne se transmet pas, mais il se co-construit. Avec les outils numériques, il est possible de renforcer les contacts extérieurs aux lieux de formation et de concevoir les lieux d'apprentissage comme des stations où toutes les conditions sont réunies pour optimiser la rencontre entre des personnes et des connaissances disponibles sur la toile. Pour créer ces lieux, il est nécessaire de repenser les processus pédagogiques en intégrant le groupe et les pairs. En particulier, dans le triangle pédagogique de Jean Housset, formateur, apprenant, savoir, il faut rajouter les pairs. On n'est donc plus en présence d'un triangle, mais plutôt d'un tétraèdre.
Rappelons, comme le dit Marcel Lebrun, on apprend tout seul, tous différemment, mais jamais sans les autres. Cette certitude est démontrée également par la théorie de l'apprentissage social du psychologue Albert Bandura qui soutient que l'apprenant s'appuie sur les autres dans la conduite de ses stratégies d'apprentissage. Dans le modèle connectiviste, le formateur donne une certaine liberté aux apprenants, qui doivent être actifs et faire des choix pour résoudre les situations problèmes rencontrés. Il abandonne ainsi une partie du contrôle de la formation au groupe. Cette souplesse et cette ouverture engendrent une part d'imprévu, car les apprenants font évoluer le cours qui constitue une semence pour guider leurs apprentissages. Rappelons qu'il faut être en interaction et en activité de production pour apprendre efficacement. Donc ce modèle devrait être très performant. Essayons de caractériser le formateur dans ce modèle de co-construction des savoirs. À l'heure où Internet nous inonde d'informations et de données, le formateur est un guide face à cette masse d'informations. Il doit aider l'apprenant à structurer l'information pour la rendre intelligible, trier les informations, recouper les sources, distinguer l'important de l'accessoire, sélectionner l'information pertinente, hiérarchiser, mettre du lien entre les contenus pour s'approprier les savoirs. Il s'agit d'aider l'apprenant à développer des stratégies cognitives adaptées face à la fenêtre numérique avec un accès à une multiplication de ressources. L'apprenant doit avoir une approche méthodique et un regard critique sur le savoir pour naviguer au cœur de cette masse informationnelle. Rappelons ici qu'Internet ne résout pas la question de l'apprentissage, simplement parce qu'il propose des sources d'informations riches et variées et un accès direct au savoir. Il ne faut pas confondre, bien sûr, accès à l'information et au savoir avec apprentissage. Le numérique simplifie le potentiel d'accès, mais pas les chemins de la connaissance. L'apprenant n'a pas besoin d'un formateur qui délivre un savoir, mais d'un mentor, d'un facilitateur qui accompagne. Le formateur doit se mettre plus en retrait pour laisser l'autre apprendre, c'est-à-dire se considérer davantage comme une berge du savoir, un point d'appui, plutôt que comme une source du savoir. Autrement dit, il s'agit là d'adopter une guidance et non imposer un contenu pour aider l'apprenant dans sa progression, lui apporter des réponses aux questions qu'il se pose véritablement pour résoudre un problème. Le formateur facilitateur est un expert de la pédagogie et du rapport au savoir. Dans ce cadre, il met à disposition du formé des occasions où il peut apprendre avec des situations d'exploration. Avec le numérique, il est aujourd'hui possible de varier les scénarios pédagogiques pour que les apprenants puissent apprendre et produire en cherchant, commentant, structurant, collaborant, imitant, expérimentant ou encore en réfléchissant sur leur façon d'apprendre et celle des autres avec des activités individuelles et collectives et des modalités alliant présence, distance, temps réel et temps asynchrone. Le formateur peut également construire des dispositifs plus ouverts, plus souples et individualisés, davantage en résonance avec les rythmes, niveaux, styles et activités de chacun. Autrement dit, il peut intégrer plus de moments de différenciation pédagogique et d'individualisation. Rappelons que ces moments sont facilités par l'utilisation de ressources numériques qui libèrent le formateur des contraintes matérielles et lui permettent de s'impliquer et d'accompagner chaque apprenant. Le formateur peut également guider l'apprenant dans la construction de son espace d'apprentissage personnel, qu'on appelle aussi EAP. Mais qu'est-ce que l'EAP? L'EAP est en fait un concept ancien. Auparavant, il était constitué de fiches, de personnes ressources ou de connaissances que l'on sollicitait en cas de difficulté, de la bibliothèque, des annales, de l'encyclopédie et de bien d'autres choses. Aujourd'hui, cette EAP s'est considérablement enrichie
car les outils et les interactions possibles sont très nombreux. Il n'est pas besoin d'insister sur le fait que l'on apprend beaucoup en consultant Internet et de multiples façons, en explorant des sources spécialisées, en s'informant sur les sites généralistes, en suivant des pairs ou des organismes liés à notre univers professionnel, en s'abonnant au fil RSS des sites de référence, etc., etc. L'EAP permet de concentrer dans un lieu numérique unique le réseau que l'on peut mobiliser si besoin, d'identifier des ressources, de pouvoir apprendre avec ceux qui partagent un même objet d'apprentissage. Un accompagnement par un formateur est nécessaire devant la multitude des possibilités pour organiser cet espace d'apprentissage personnel et surtout pour distinguer la fonction attribuée à chaque élément. Il s'agit de proposer des outils pertinents, de faire réfléchir sur l'efficacité de chaque outil en fonction de la tâche à réaliser. Mais allons voir un peu plus loin. Nous avons construit un exemple d'espace d'apprentissage personnel avec différentes entrées. Par exemple, vous avez des outils identifiés pour communiquer en mode synchrone comme Centra, Skype, Adobe Connect, Google Hangout ou le chat. Vous avez également des outils pour communiquer en mode asynchrone comme le courriel, Outlook, Gmail, les forums, les blogs. Il existe aussi des outils pour discuter avec ses pairs, comme LinkedIn, Viadeo, Twitter ou Facebook. Il existe également des outils pour réaliser sa veille sur ses centres d'intérêt et la partager. Les plus connus sont NetVibes, Pearltree, Scoopit ou les flux RSS. Voyons aussi des outils pour créer des présentations. Vous avez Xmind, MindMeister pour faire des cartes mentales, Prezi, PowerPoint que vous connaissez bien. Des outils également pour organiser ses rendez-vous comme Google Agenda ou Doodle pour faire des sondages. Il existe également des outils pour effectuer une édition collaborative et écrire en collaboration évidemment. Donc Framapad que nous allons utiliser plus tard, Google Docs, Padlet. Voyons également des outils pour partager des fichiers. Donc Dropbox que vous connaissez bien, SlideShare qui permet de partager des diaporamas, YouSendIt qui permet d'envoyer des fichiers lourds ou YouTube par exemple. Et également des outils pour se former à distance, YTA qui est notre bibliothèque de ressources ou la plateforme Moodle. Donc tous ces outils-là ont été centralisés sur cette carte mentale, mais nous aurions pu également faire quelque chose de plus élaboré, comme un blog ou un wiki avec des liens actifs, ce qui est vivement conseillé.